Bonjour à tous, passionnés d'histoire, de romans historiques. Donc, nouvel épisode qui n'a rien à voir avec le précédent, on n'est pas du tout dans le catharisme là. Donc là, c'est donc l'Océanie, le rêve d'Océanie. J'ai pris un certain nombre d'ouvrages pour illustrer tout ça, et je vais vous les commenter après. En premier, je vais vous citer un poème de Baudelaire, comme souvent, pour illustrer l'ensemble. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe calme et volupté. Des meubles luisants polis par les ans décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la richesse orientale, tout y parlerait à l'âme en secret, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux, dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière d'hyacinthe et d'or, le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Donc, c'est le rêve. Alors, en l'occurrence, là, c'est plutôt... Je pense que Baudelaire ne pensait pas à l'Océanie, à l'époque, c'était mal connu. C'était plutôt un rêve tropical, quoi, en quelque sorte. Donc, c'est beaucoup sous les tropiques, l'Océanie notamment. Et donc, aujourd'hui encore, c'est des zones qui font rêver. Alors, à cet effet, j'ai mis une belle chemise pétante de rouge. En réalité, je ne l'ai pas du tout acheté en Océanie, je l'ai acheté aux Antilles, mais bon, ça fait le décor, quoi. Voilà, donc pour illustrer tout ça, je m'appuie essentiellement sur un livre d'histoire, d'un historien qui s'appelle Dominique Barbe. Dominique Barbe a été enseignant à l'Université de Nouvelle-Calédonie, que je connais assez, où il a résidé de nombreuses années. Passionné d'art océanien, il livre ici le résultat de 10 ans de travaux et de réflexion. Il est également l'auteur d'Irène de Byzance, enfin bon, d'autres ouvrages, quoi. Il a écrit également Le monde pacifique dans la mondialisation, et d'objets d'art et d'objets en Océanie. Voilà, donc c'est un historien professionnel. Donc le sujet du livre, c'est le Pacifique qui est au bout du monde, un paradis et une terre de conquête dès sa découverte par les Européens, au début du XVIe siècle. Une histoire avant, c'est de la préhistoire, parce qu'il n'y a pas de récit écrit. L'immensité des distances à parcourir, c'est immense, c'est 3 fois plus étendu, ça vérifie, c'est entre 2 et 3 fois plus large entre le Japon et San Francisco par exemple entre Boston et Brest, quoi. Donc 2 à 3 fois plus large que le Pacifique, que l'Atlantique. L'immensité des distances à parcourir, les périls réels ou imaginaires, la résistance des occupants à l'invasion coloniale, rien ne parvient à obscurcir l'image d'un Éden où vivrait l'homme des origines dans une nature qui ressemble à un Eldorado. Voilà pourquoi hommes, marchandises, capitaux, soldats, missionnaires, de la foi ou de l'esprit sillonnent le Pacifique depuis 5 siècles. On y croise Espagnols, Anglais, Hollandais, Français, puis Chinois, Japonais et Américains, avant que les peuples riverains ne tentent de s'approprier leur destin et contribuant ainsi à déplacer le centre de gravité du monde. Voilà, donc je vais vous lire les passages. Je vous montre aussi les livres que j'ai choisis comme romans. J'en ai pris 2 en fait. Donc je vous lirai les petits passages, pas cette fois-ci, mais les fois suivantes. Donc c'est Le Voyage de Jabel, qui est un livre d'une Bretonne, Angèle Jacques, donc je vous en parlerai. Donc ça a été édité bien sûr dans le coin en Bretagne, à Cobb-Brez. Donc ça c'est édité chez Cobb-Brez. C'est Angèle Jacques, Le Voyage de Jabel, donc le premier roman que je vous citerai. Ensuite, il y en a un autre, c'est un anglo-saxon. Ça se passe en Nouvelle-Zélande et celui-là en Australie.
Donc ça, c'est la maison maléfique d'Arthur Upfield, donc c'est en 10-18 en l'occurrence, et bon, j'en parlerai sur une autre émission. Voilà. Donc ça, je vous l'ai montré, hein, c'est donc c'est chez Tempus, Dominique Barbe, Histoire du Pacifique. Voilà. Donc j'ai mis à l'arrière, on a en deuxième fond là, Charles Darwin, le voyage de bord, le voyage de Beagle. Hein, donc on apprend aussi beaucoup sur le Pacifique avec Darwin. Hein, voilà. Il y en a d'autres derrière. Enfin oui, bon, il ne peut rien avoir des centaines, hein, mais en l'occurrence ce sont des exemples. Hein. Il y a Margaret Mead, hein, qui est une célèbre anthropologue, hein, Mœurs et sexualité en Océanie. Ça, c'est très très intéressant à lire. Hein. Il y a également donc les grands explorateurs du 18e et 19e siècle. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, il y a Bougainville, la Pérouse, etc. Mais j'ai mis James Cook, hein, que j'ai évoqué hein, dans d'autres épisodes, notamment sur l'épisode du Grand Large, par exemple, et Dumont d'Urville, hein, voilà, c'est au 19e siècle. J'en ai mis d'autres, je ne sais plus, non, je crois que c'est tout, hein, mais enfin bon, on pourra en trouver d'autres. J'ai mis aussi Benoît Tessier, hein, mais ça c'est dans les parcours océaniques du XXe siècle, quoi, hein, voilà. C'est très intéressant, tous ces navigateurs également au XXe siècle, les périls de Couroun, Moitessier, les parcours même d'Eric Tabarly, hein, tout ça c'est intéressant, et il a beaucoup parcouru l'Océanie aussi. Voilà, donc je vais vous lire des passages donc, de ce livre d'histoire. Hein, donc j'ai mis page 24, le temps du rêve. Hein, c'est le rêve d'Océanie, page 24. Page 24. Voilà, d'accord. Alors, dans la région voisine du lac Mungo, en hydre depuis 10 000 ans, située au milieu d'une région désertique, sont découvertes deux tombes, l'une datant d'environ 42 000 ans. On y constate la présence de rites complexes, d'usages sociaux marqués, d'outils, du grattoir aux briques réfractaires, utiles à la cuisson d'aliments proches de ceux de leurs actuels descendants, poinçons, wallabies, émeus, et leurs œufs, oiseaux. Les corps font l'objet de rites. Le plus ancien, celui d'une femme, à la tête fracassée et partiellement brûlée. Plus récent, les restes d'un jeune homme montrent des traces de pigmentation incrustées dans les os, en guise de décoration funèbre. Son corps a les mains jointes sur le pelvis. Cette tombe est sans doute celle d'un homme important, ce qui assoit l'idée d'une complexité réelle de la société aborigène et de rites traduisant un univers spirituel et religieux déjà très développé et très riche. Société acéphale et considérée comme égalitaire, elle forme cependant des groupes très structurés. Dans une société de chasseurs-cueilleurs nomades ou semi-nomades qui ne pratiquent pas de culture, l'accumulation de nourriture pour la mauvaise saison, ainsi que celle des biens matériels, sont inutiles, voire encombrantes. Très tôt, la société aborigène semble s'être abstraite de la possession, favorisant ainsi la spiritualité, le concept de temps du rêve, de relation directe avec le monde des ancêtres des Murges, débouche sur une vie quotidienne, en harmonie avec l'environnement et la nature. Le temps du rêve explique le cosmos et le monde tel qu'il était, mais ne renvoie pas uniquement au mythe du passé et à la Genèse. Oui. Il explique l'actuel et le futur des hommes et de la nature. Dès lors, le temps du rêve est un code de conduite, enseignant un comportement quotidien dans la nature et un respect de l'environnement. Malgré la diversité culturelle très forte qui caractérise les nombreux groupes tribaux aborigènes, le rêve est au centre des relations de chaque aborigène avec son milieu naturel et humain, et avec lui-même. Par certains aspects, le rêve aborigène n'est pas sans rappeler la coutume qui s'inscrit au centre de la pensée de nombreuses populations océaniennes, notamment mélanésiennes. Voilà. Ensuite, page 85, insularité, page 85. 85.
Insulaire et milieu insulaire. La critique prêtée à l'océanien dans l'esprit des hommes du XVIIIe siècle est pertinente parce que ce sauvage vit en harmonie avec une nature paradisiaque qu'il a su préserver. Il est le dernier habitant de l'Éden sur Terre. Pourtant, rien n'est moins vrai. Les milieux océaniens, surtout insulaires, sont fragiles et régulièrement affectés de catastrophes naturelles, éruptions volcaniques, tremblements de terre, tsunamis, sécheresses et pluies diluviennes destructrices, aux conséquences durables sur les populations. Il y a eu au Vanuatu, il y a quelques années, un ouragan avec des vents à 300 km/h. C'est insensé, c'est inhumain. Certaines sécheresses ont non seulement des conséquences sur la végétation terrestre, mais également sur les bancs de poissons, qui, en mal de nourriture, désertent le lagon. Les cyclones de la fin du XVIIIe siècle expliquent le dépeuplement de l'île de Kosrae, en Micronésie, en provoquant de terribles ravages et des destructions irrémédiables de récoltes et d'habitations. Ces catastrophes naturelles dégénèrent en guerre et en exil, si bien que l'île passe d'environ 40 000 habitants à moins de 3 000 en l'espace de quelques années. La présence de l'homme appauvrit souvent le milieu, surtout animal. Les moas néo-zélandais ne sont pas les seuls à disparaître définitivement devant les hommes. L'anthropisation entraîne partout une déforestation. Les cyclones et les pluies sont d'autant plus ravageurs sur des sols découverts des espèces végétales primitives et productrices. La culture sur brûlis, partout pratiquée, peut déclencher des feux de brousse, nécessaires pour la repousse plus facile des végétaux et la pâture du gibier. Ils peuvent tourner à la déforestation irréversible en Australie, en maquis miniers, en Nouvelle-Calédonie. Les catastrophes naturelles ont toutes les mêmes effets. Elles provoquent la famine, à laquelle succèdent les troubles et la guerre. Ainsi s'amorce une spirale dont les conséquences prévisibles est la diminution de la population. De nouvelles cultures peuvent expliquer la mise en valeur de nouveaux terroirs, l'abandon d'anciens et certainement, au-delà du déplacement des champs, voire de l'habitat, des transformations sociales. On évalue mal les effets de l'introduction de différentes variétés de patates douces dans les systèmes culturaux et alimentaires des populations pratiquant principalement la culture de l'igname, du taro, voire du riz. À Okinawa, dans les îles Ryukyu, l'arrivée de la patate douce apportée par les Micronésiens favorise le passage définitif à une économie fondée sur la pêche et l'agriculture. Dans les hautes terres papoues, la culture de la patate demandant moins d'efforts et moins d'exigences sur la qualité des sols que le taro, permet aux populations de gagner du terrain en altitude. Elle devient alors la base essentielle de l'alimentation, même si le taro, désormais cantonné à une maigre partie du finage, conserve une haute valeur symbolique. Les nouvelles cultures, les innovations, pour répondre aux défis inattendus, expliquent la capacité plus ou moins grande des sociétés océaniennes à survivre, s'étendre dans l'espace et quelquefois s'imposer à leurs voisins. Alors ensuite, page 87, un monde multiple. Enfin bon, c'est la suite, quoi. Des siècles qui précèdent immédiatement l'arrivée définitive et régulière des Européens, c'est-à-dire le milieu et la fin du XVIIIe siècle, on a quelques connaissances précises. Cependant, celles-ci sont faciles à cerner dans le monde polynésien, voire dans le monde micronésien, que dans l'univers mélanésien. La difficulté pour ce dernier réside dans le morcellement des populations, la multiplicité des langues parlées, environ 80 Vanuatu, et plus d'une centaine au Salomon au début du XXe siècle. Actuellement, on en compte plus d'une vingtaine en Nouvelle-Calédonie, et l'absence d'entité politique ou religieuse assez puissante. La Mélanésie est une ère d'organisation sociale fragmentée. Les Mélanésiens vivent en petites communautés de parents, en clans. L'exogamie obligatoire pour la survie du groupe les oblige à tisser des relations avec des groupes voisins. Le pouvoir politique s'exerce dans le cadre des chefferies indépendantes, aux chefs rarement héréditaires.
Le Big Man, le grand homme, modèle dominant du nord de la Mélanésie, est l'homme le plus riche et il acquiert une ascendance sur le groupe non seulement par les richesses qu'il a réussi à accumuler, mais surtout par celles qu'il peut offrir au groupe ou à d'autres Big Man au nom ou à la place du groupe auquel il appartient. L'acquisition du pouvoir donne essentiellement le prestige qui se manifeste par l'ostentation et la capacité à offrir, et ainsi l'obligation du contre-don. Chaque individu doit franchir des étapes appelées grades dans certaines régions de Mélanésie, plus ou moins initiatiques et marquées par les cérémonies les plus opulentes possibles. Si les premiers étages sont nécessaires à tous les hommes, voire à toutes les femmes du groupe, les autres sont gratuites et affirment seulement la richesse du Big Man. L'impermanence caractérise ce système politique, d'autant que partout en Mélanésie, le lien de chefferie est un lien d'homme à homme. On devient l'homme d'un Big Man parce qu'on a reçu de lui et que, en conséquence, on a une dette à son égard. Mais l'obligation ne se reconduit pas sur les héritiers du Big Man. À chaque génération, la chefferie se recompose. On comprend dès lors la fluidité des groupes, fluidité longtemps ignorée et incomprise par les Occidentaux, et en particulier par les administrateurs coloniaux qui avaient tendance à enfermer ces groupes dans des tribus attachées à un seul. La fluidité des communautés, souvent numériquement réduites, la compétition sans cesse renouvelée entre les individus et les groupes, qui aboutit à des échanges meurtriers, entraîne d'énormes difficultés à fixer la mémoire et à en faire un sujet collectif. C'est pourquoi l'histoire de la Mélanésie, avant les contacts, est si difficile à faire. Pendant longtemps, l'événement en Mélanésie ne mobilise que peu d'hommes. Et les guerres, si fréquentes pour réparer les griefs, en particulier les accusations de sorcellerie, de meurtre, se limitent souvent à quelques rares victimes. En revanche, en Micronésie et en Polynésie, les choses sont plus simples pour des esprits occidentaux, car dans les deux cas, les chefferies sont organisées selon un modèle plus durable, s'appuyant sur les règles de l'hérédité que l'on trouve dans toute société aristocratique. L'histoire se raconte plus facilement, avec d'ailleurs la même facilité à travestir la réalité pour des motifs idéologiques. Le chef polynésien traditionnel a une autorité absolue, source de droit et de justice, condamnant à mort s'il le veut. Il gouverne avec l'aide de ses pairs, les chefs, et des autres familles importantes, en respectant la tradition et la coutume. Son pouvoir pèse lourdement sur les autres membres de la communauté qui mènent une difficile vie de travail. Devenu tyran, n'écoutant que son bon vouloir, le chef polynésien court le risque de l'assassinat, souvent prélude à une guerre civile. Dans ce système, les femmes, d'un rang souvent plus élevé que leurs frères ou leurs maris, peuvent prendre une place de choix et exercer une influence politique. Le reste dépend des conditions naturelles. Dans un atolл de petite taille, le chef se distingue mal de ses sujets. En revanche, dans les îles de grande taille, il peut devenir le souverain d'un royaume plus élaboré. Tonga et Hawaï en offrent deux exemples. Les rois y commandent des centaines de guerriers. Mais jamais Aotearoa, la Nouvelle-Zélande, pourtant plus grande et en superficie, ne connaît de régime aussi élaboré. Dans tous les cas, soumis à la discipline vigoureuse du chef et parfois des prêtres, les Polynésiens sont loin de mener la vie oisive, idyllique et surtout libre décrite par les premiers voyageurs européens. Voilà, intéressant, non? Alors, le culte. Alors ça suit, hein. Mana et tabou. La même facilité à appréhender la religion se retrouve en Polynésie. Les Polynésiens, rencontrés par les Européens, ont des dieux qui rappellent ceux des Grecs et des Romains. Leurs dieux sont en effet célestes, sectoriels et quelques anthropomorphes, souvent en Polynésie orientale. Dans les panthéons, le dieu Tangaroa, connu aussi sous le nom de Tagaloa, Taharoa ou Kanaloa, est le créateur de l'univers. Les Toho,
représentation du dieu Oro, divinité tutélaire de l'île de Raiatea, et dieux de la guerre sont de formes diverses, figures oblongues, tressées, bâtons habillés, largement sculptés de plaques ajournées et recouverts de tressages et de plumes comme aux îles Cook. La divinité peut prendre un corps humain et devenir une idole anthropomorphe, comme celle collectée en 1821 par le révérend Williams aux îles Australes, ou plus généralement un tiki de taille variable. Au début du XIXe siècle, le roi Kamehameha, premier d'Hawaï, en fait élever de grande taille dans le temple de Ku. Les lieux de culte, les Marae, Eio à Hawaï ou Ahu de l'île de Pâques, construction du deuxième millénaire de notre ère, sont édifiés en plein air par des chefs puissants ou des rois, gérés par de nombreux et puissants prêtres. L'architecture de grosses pierres et la décoration jugée barbare, des crânes humains n'y sont pas rares, frappent l'imagination des premiers voyageurs qui reconnaissent des lieux aussi infernaux que les temples celtes, vus par l'imagination romantique. Les mêmes voyageurs, frappés par l'importance des constructions et par l'usage d'outils non dépourvus d'une certaine esthétique, font des comparaisons hâtives avec les Mélanésiens, incapables d'une telle élaboration. Voilà. Donc, page 93, Mana. Mana. Donc, dans l'ère Korwar, aux confins du monde océanien et de l'insulinde, on sculpte des réceptacles comme pour y déposer le crâne de l'ancêtre, et on dissimule l'ensemble aux yeux des étrangers. L'objet a donné son nom à l'ensemble de l'ère culturelle. C'est dire son influence sur les Européens qui les découvrent et en rapportent depuis le XVIIIe siècle pour enrichir les collections des amateurs. Le Korwar est régulièrement consulté par le groupe. On lui demande d'agir sur le temps, les événements, la récolte, l'issue d'une guerre, etc. Ou on exige sa présence pour des moments importants de la vie familiale. Mais le Korwar meurt aussi. La présence de l'âme du défunt s'estompant de la terre et rejoignant le monde des esprits. Lorsque le Korwar ne répond plus aux demandes des vivants, on les détruit. Le Korwar peut même se passer du crâne. Des statues sans volonté de ressemblance avec le parent mort jouant la même fonction que le réceptacle de crâne. La consultation des crânes et les offrandes passent souvent par le truchement d'un chaman ou d'un prêtre. Le Makana à Guam ou le Watawa à Chuck reviennent à un membre ou au chef de la famille. La famille du défunt entretient tombe et crâne. Chuck, c'est en Micronésie. Le crâne trophée, comme à lui, est révélé par le corps d'un ennemi tué au combat ou assassiné. Posséder un crâne d'ennemi, c'est s'approprier ou tenter de s'approprier son mana. Car, comme pour le Korwar, que l'esprit de l'ancêtre peut refuser d'habiter au cours de la cérémonie qui accompagne le transfert de l'esprit de l'ancêtre vers l'objet, l'esprit de l'ennemi mort ne se livre que peu à peu à son tueur ou au groupe de ce dernier. Le crâne. Le crâne de l'ennemi se porte en bijou. Le maxillaire inférieur étant quelquefois offert aux femmes qu'il s'emparent, ou il peut servir d'appui nuque à l'asthmate endormi. Dès que le vainqueur a absorbé le mana de sa victime, le crâne prend sa place au milieu de ceux des ancêtres qui ont transmis biologiquement leur mana. Le respect des crânes, la chasse aux crânes et les soins apportés à ces derniers ne sont pas le seul lien commun de la manifestation de croyances partagées par tous les habitants du vaste océan. Alors, page 104, Maori. Page 104.
À l'autre extrémité du triangle polynésien, sur la plus grande terre atteinte par ces navigateurs, les Maoris connaissent une évolution particulière. Isolés dans les deux îles, surtout celle du sud, où ils restent peu nombreux, sans relation avec le reste de la Polynésie, depuis les premières années du XVIe siècle, ils gardent leur structure sociale d'origine, sans avoir conscience de former un groupe lié par une même origine ethnique. En effet, si le mythe de la grande flotte légendaire de 7 pirogues, ni le nom maori, qui veut dire local ou normal, ne sont attestés avant les années 1830, lorsque les Polynésiens doivent faire face à l'arrivée massive de colons européens, Aotearoa devient alors le terme maori pour désigner toute la Nouvelle-Zélande, tandis que, précédemment, il ne désignait que l'île du Nord, appelée aussi Tehika, à Maui, le poisson de Maui. L'île du Sud était désignée antérieurement par le nom évocateur de Tewaputamu, les eaux de jade. L'île du Nord tire son nom du mythe de Maui, une divinité polynésienne protégée par le dieu Tangaroa, qui aurait attrapé par magie un énorme poisson. Demandant à ses frères d'épargner l'animal capturé, il n'aurait pas été écouté. Le poisson se serait alors transformé en île, gardant des coups reçus un relief tourmenté, et se vengeant par ses éruptions volcaniques et ses tremblements de terre. Quant à l'île du Sud, elle doit son nom à ses gisements de néphrite ou jade, pierre, aux vertus magiques, servant aussi à la confection des herminettes sacrificielles que des bijoux, dont les fameux heitiki, tant appréciés des Maoris du XIXe siècle et dont les copies sont aujourd'hui un des objets les plus vendus aux touristes de l'archipel. Alors, page 129, Cannibale. Page 129. Le 19 novembre 1567, Mandanga quitte à la tête d'une flottille espagnole de 2 navires portant plus d'une centaine d'hommes, excusez-moi, le port de Callao en direction de l'ouest, en Amérique du Sud. Moins de 2 mois plus tard, il aperçoit l'île Nui, à Tuvalu, mais poursuit sa route pour découvrir le 1er février 1568 un archipel qu'il considère comme étant les îles de Salomon et qu'il nomme ainsi. L'ordonnance royale de 1563 oblige les navigateurs à décrire tout ce qu'ils voient en portant leur attention sur les problèmes de navigation. Le même texte exige qu'ils rapportent à Lima tout ce qu'ils ont pu observer sur les indigènes rencontrés, coutumes, littérature, religion, gouvernement, commerce, richesse de leurs terres, ressources alimentaires, faune, flore et usages qu'ils en font. Le texte est complété 10 ans plus tard par d'autres instructions. Les capitaines doivent noter non seulement tout ce qu'ils voient, mais aussi tout ce qu'il se passe à bord et à terre durant l'expédition. Ces journaux de bord et ces documents renseignent aujourd'hui l'historien sur ce que cherchent les Espagnols plus que sur ce qu'ils découvrent. Aucun de ces textes n'a la rigueur des documents ramenés par Cook ou les hommes des Lumières. Ces premières lectures du monde océanique est pleine de l'imaginaire et du vécu des conquistadors qui ne rapportent en outre que des spécimens et des objets dignes d'intérêt des collectionneurs. Mandanga accoste à Santa Isabel, puis poursuit sa route à travers les îles Salomon, donnant aux îles des noms qu'elles garderont pour la plupart. Guadalcanal, Florida, la Nouvelle-Géorgie, San Cristobal. Partout, les relations entre insulaires et espagnols se tissent suivant un schéma identique. Aux amabilités initiales qui se font quelquefois en musique, comme à Santa Isabel, et à l'échange de cadeaux et de noms entre les chefs, succèdent les premières heures, jusqu'au moment où se produit l'irréparable. Les navigateurs montrent souvent beaucoup de dédain pour les Mélanésiens qu'ils rencontrent. Seul un de leurs chefs, Bige, trouve grâce à leurs yeux. Nous fûmes étonnés
d'une allure si fière et si noble chez un barbare, écrit de lui Mandanga, qui s'étonne un peu plus loin des retrouvailles et finesses extraordinaires pour un barbare, et dont fait preuve le même chef pour se faire comprendre des Espagnols. Par ailleurs, la quête des Espagnols est toujours la même. Il faut de la nourriture fraîche pour des marins et des soldats menacés de malnutrition. Ceux-ci convoitent les cochons, simple nourriture pour les Européens, mais source de richesse et de puissance pour les indigènes, qui ne les sacrifient que dans des conditions particulières liées à la coutume, conception inconnue des Européens. Quelquefois, cette quête du porc tourne mal. Des villages sont mis à sac et des otages capturés. Les journaux des navigateurs donnent peu de justification de cet acte, se contentant de mentionner les traits négatifs rencontrés chez les insulaires. Ils sont fourbes, menteurs, querelleurs, et surtout ils vont nus, ils sont cannibales. Près de Guadalcanal, 9 hommes partis chercher de l'eau sont ainsi dévorés, ce qui amène une répression violente sur tous les villages des alentours. C'est le choc de civilisation, hein, quand même, là. Hein. Donc, ensuite, page 168, Bougainville. Un gars de chez nous. Bougainville, page 168. Bougainville. Après la perte du Canada, Louis-Antoine de Bougainville, officier de la marine française, tente d'installer des colons acadiens aux îles Malouines. La tentative de colonisation des Malouines échoue, mais Bougainville n'abandonne pas pour autant ses desseins outre-mer. Il gagne l'oreille attentive de Choiseul et certainement celle plus opérante du roi Louis XV, très féru de géographie, sur un projet de découverte de terres australes. Avant son départ, à bord de la Boudeuse et de l'Étoile, il concrétise les conseils de Charles de Brosse. Parmi les officiers recrutés pour l'expédition, certains le sont davantage pour leur qualité scientifique que pour leurs compétences navales. Et surtout, il y a à bord 3 authentiques savants, le naturaliste Philibert Commerson, l'astronome Véron, chargé de mettre au point une nouvelle méthode de calcul de la longitude, et le cartographe routier de Romainville. Commerson ne consent au voyage qu'accompagné de son fidèle valet de chambre, d'un dessinateur et de 25 caisses de livres et d'instruments. La Boudeuse apparaît en décembre 1766 et l'Étoile en février 1767. Les 2 navires doivent se retrouver à Rio de Janeiro. Bougainville reçoit une mission claire. Il doit explorer le Pacifique et prendre possession d'un certain nombre de territoires. La connaissance de ces îles ou continents étant peu ébauchée, il est très intéressant de la perfectionner. D'ailleurs, comme aucune puissance européenne n'a ni établissement ni droit sur ces terres, il ne peut être que très avantageux pour la France et de les reconnaître et d'en prendre possession si elles peuvent offrir des objets utiles à son commerce et à sa navigation. Précisent les instructions signées par Louis XV le 26 octobre 1766, assignant au navigateur français la Chine comme but ultime. En attendant le retour de l'été austral pour entrer dans le Pacifique, les navires français s'attardent au Brésil et le long du Rio de la Plata. C'est là que le botaniste découvre une fleur à laquelle il donne le nom du chef de l'expédition, la bougainvillée. Je mets l'espoir de ma renommée dans une fleur, dira plus tard à propos Bougainville. De l'humour en plus. L'expédition n'entre dans le Pacifique qu'en janvier 1768, et dans le sillage du navigateur anglais Wallis, à bord à Tahiti. Vénus est ici la déesse de l'hospitalité, écrit Bougainville dans son journal, pour avouer quelques lignes plus loin que, se promenant dans l'île, il s'est cru transporté au jardin d'Éden. Le mythe de Tahiti et de ses vainés vient de naître. Il reçoit en Europe un accueil d'autant plus favorable qu'il conforte les idées de Rousseau sur la bonté spontanée de l'homme vivant à l'état de nature. Pourtant, Bougainville se rend vite compte que la société polynésienne est moins idyllique
qu'elle paraît à première vue. Les rapines des insulaires sont constantes, les guerres toujours en activité, les chefs tyrannisent un peuple en partie réduit en esclavage et les sacrifices humains existent. Les compagnons du navigateur français sont beaucoup moins critiques que lui. Commerson, disciple de Buffon, ne tarit pas d'éloges sur l'île, qu'il aurait volontiers appelée Utopie si Bougainville ne lui avait donné le nom de Nouvelle-Citerre. Dans les semaines qui suivent l'escale de Tahiti, le souvenir s'enjolive. Les contacts avec les Mélanésiens des îles du centre de l'archipel des Nouvelles-Hébrides sont souvent mauvais et parfois hostiles. Le Tahitien, emmené par Bougainville pour être présenté au roi, paraît trouver cette espèce d'homme fort vilaine. Au mythe du sage et du bon sauvage polynésien, incarnation idéale de l'homme dans l'état de nature, s'oppose le mythe du redoutable sauvage mélanésien, qui de plus est cannibale. C'est reprendre 2 siècles plus tard l'antinomie de Quiros et de quelques Espagnols qu'on a lu là. Voilà, donc page 173, Cook. Cook, le grand James Cook. Le continent austral n'existe pas. Le mythe des mers du Sud est menacé par le récit amplifié de la mort de Cook. Mais malgré le caractère indéniablement scientifique des expéditions et sa fin cruelle, James Cook ne parvient pas à briser le mythe du bon sauvage. Avec Cook, le Pacifique entre indéniablement dans la modernité. L'explorateur anglais mène 3 expéditions qui vont quasiment achever de cartographier les terres émergées du vaste océan et mettre un terme définitif au mythe du continent austral. Tous ces voyages sont préparés avec rationalité, une rationalité qui témoigne de son souci scientifique et des impératifs des financiers de l'expédition. La Royal Society de Londres et l'Amirauté sont à l'origine de la première expédition de Cook. Il s'agit d'observer à Tahiti le passage de Vénus devant le Soleil, phénomène rare selon le calcul de l'astronome Halley, se produire le 3 juin 1769. Alexandre Dalrymple, géographe renommé, ajoute à l'expédition la mission de rechercher le continent austral. Mais l'Amirauté refuse de confier l'expédition à un capitaine civil et désigne un officier alors totalement inconnu, James Cook. Originaire du Yorkshire, il s'est formé à la navigation sur un navire charbonnier, puis est rentré dans la Royal Navy. Ce parcours explique le choix du navire. L'Endeavour, nom que le bateau reçoit, est un ex-bâtiment charbonnier, équipé pour accueillir près d'une centaine de personnes, dont des civils, peintres, astronomes, naturalistes comme Daniel Carl Solander ou encore un jeune aristocrate, Joseph Banks, homme des Lumières. À bord, il y a assez de vivres pour 1 an, avec un choix d'aliments antiscorbutiques, comme des citrons, de la choucroute ou des oignons. Parti le 26 août 1768 de Plymouth, le navire arrive 7 mois plus tard à Tahiti avec un équipage en bonne santé, ce qui est alors remarquable. Après s'être acquitté des observations astronomiques, Cook reprend la mer. Il aborde en Nouvelle-Zélande, qu'il prend d'abord pour le continent austral, avant d'en faire le tour et d'en dresser une carte précise. Il se heurte une première fois aux Maoris, qu'il juge être des guerriers redoutables. En mars 1770, l'Endeavour reprend son chemin vers l'ouest et accoste en Australie, dont la faune et la flore si particulières retiennent l'attention des scientifiques, du peintre et du dessinateur. La richesse des espèces découvertes explique le nom de Cook que le nom de Cook donne à son lieu de mouillage, Botany Bay. Le navire regagne l'Angleterre après avoir connu une avarie grave sur la grande barrière de corail australienne. Le succès de l'expédition est immédiat dans les milieux scientifiques. Elle tente à prouver que le grand continent austral n'existe pas, mais rapporte des observations majeures sur le peuple, les animaux et les végétaux rencontrés. Ce succès explique l'envoi quasi immédiat d'une 2e expédition
plus importante, deux navires sont mis sur le commandement de Cook, le Resolution et l'Adventure. Le naturaliste Forster, l'astronome Wallis et le peintre William Hodge sont du voyage. Cette deuxième expédition, qui apparaît le 13 juillet 1772, amène les voyageurs le long de la banquise australe, où, pendant 3 mois éprouvants, les navires cherchent un passage dans les glaces avant de remonter vers le nord, d'aborder à Tahiti en mars 1773 pour refaire les forces de l'équipage et de reprendre l'exploration antarctique. Abandonnant vite l'espoir d'y trouver une terre habitable, Cook cingle vers le nord, aborde l'île de Pâques, puis aux Marquises, à Tahiti, aux Nouvelles Hébrides, en Nouvelle-Calédonie, terre découverte alors, et en Nouvelle-Zélande, avant de contrer dont Hawkes faire des peintures et des esquisses. De ce deuxième voyage, Cook ramène une grande connaissance des îles et des insulaires du Pacifique, surtout des Polynésiens. Il a appris à se faire respecter d'eux et à faire respecter son bien par la violence s'il le faut. Cette assurance lui permet de rester là où d'autres avant lui, comme Wallis, n'ont pas osé s'attarder. Elle lui sera aussi sans doute fatale. À son retour en Angleterre, le 30 juillet 1775, Cook peut annoncer que s'il a échoué dans la découverte d'un continent, c'est tout simplement parce que celui-ci n'existe pas, au moins au bord d'une mer navigable. Le continent austral est relégué dans l'histoire de l'imaginaire. Voilà. Alors, Cook, la Pérouse ensuite. Donc, Cook fera un troisième voyage, où il sera tué par les autochtones à Hawaï. Donc, page 179, la Pérouse. Un destin tout aussi tragique que celui de Cook marque le terme de l'expédition du troisième des grands navigateurs des Lumières, Jean-François de Galop de la Pérouse. Il disparaît en 1788, quelques mois avant que la Révolution française n'éclate, et il modifie bien des choses, non seulement en Europe, mais également aux Antipodes. Louis XVI en personne surveille les instructions remises à la Pérouse. Elle prévoit une exploration des côtes du Pacifique Nord, de part et d'autre du détroit de Bering. L'étude d'un éventuel commerce de fourrure entre l'Amérique et la Chine, ainsi que la poursuite de l'expédition du Pacifique pour combler les lacunes laissées par Cook, sur lequel la Pérouse ne tarit pas d'éloges. Monsieur Cook a tant fait qu'il ne m'a plus laissé qu'à admirer son œuvre. Derrière ces propos se dissimulent à peine les véritables raisons de l'expédition du Français. L'intérêt scientifique, mais également le désir de ravir aux Anglais les avantages potentiels de la région, l'animent. Les deux frégates qui servent à mener ces ambitieux projets, la Boussole et l'Astrolabe, sont armées avec grande attention dans le port de Brest. Un soin identique préside au choix des officiers, des quelques savants, un géologue et de naturalistes surtout, et des artistes. L'expédition quitte la rade de Brest le 1er août 1785. La rigueur prend la place de la fantaisie qui règne encore à l'époque de Bougainville, qui régnait à l'époque de Bougainville. En janvier 1786, la Pérouse et ses hommes entrent dans le Pacifique, mouillent à l'île de Pâques, puis ils cinglent au nord vers Hawaï et la côte nord de l'Amérique, qu'ils suivent de la rivière de Bering à Monterey en Californie. À la différence de Bougainville, la Pérouse ne prend pas possession des terres qu'il découvre au nom du roi. Tout au plus leur donne-t-il un nom. Par ailleurs, il ne partage pas le mythe du bon sauvage. Il trouve barbares, méchants et fourbes les Indiens d'Alaska qui vivent aux alentours de la baie qu'il baptise Port aux Français. Il avance timidement l'explication d'un déterminisme géographique. Les habitants du lieu sont aussi grossiers et aussi barbares que leur sol est rocailleux et agresseur. Quelques lignes plus loin, la Pérouse s'en prend aux philosophes qui font leurs livres au coin du feu. Le navigateur s'inscrit en faux contre l'idée de la nature que la nature est bonne et que l'homme est à son image.
il expérimente les dangers de cette nature lorsque 21 officiers et matelots de son expédition périssent dans les flots tumultueux d'une baie dont ils sont partis sonder l'embouchure. De Monterey, l'expédition gagne les Philippines, non sans avoir donné le nom de Necker à un îlot rocheux découvert en novembre 1786, puis atteint Macao et enfin les rives de la Sibérie. Sakhaline et Kamchatka, les mers de Chine presque inconnues des Occidentaux, font l'objet d'un travail de cartographie précis. À Petropavlovsk, la Pérouse noue d'excellents rapports avec le gouverneur russe et les populations locales. Il y demeure jusqu'en septembre 1787 avant de repartir. Il confie son journal au jeune Barthélemy de Lesseps, vice-consul de France en Russie, l'ayant accompagné pour lui servir d'interprète lors de son séjour en Sibérie. Lesseps regagne Versailles, à 16 000 km de là, pour donner en main propre au roi le journal, les cartes et les notes de la première partie du voyage de la Pérouse. Pendant ce temps, ce dernier est reparti vers le sud. Au cours d'une escale aux Samoa, les marins, cherchant de l'eau douce, sont attaqués et 11 d'entre eux ont massacré avec leurs officiers, tous victimes de la férocité de ces barbares. L'expédition quitte rapidement l'endroit et se dirige vers Botany Bay, en Australie, où les Anglais cherchent à fonder un établissement. En février 1788, la Pérouse envoie de Botany Bay une dernière missive vers la France, accompagnée de son journal relatant les événements depuis son départ du Kamchatka. Ce sont les dernières nouvelles du navigateur qui quitte l'Australie le 10 mars suivant. On ignore dès lors tout de lui, et l'expédition est déclarée officiellement perdue le 14 février 1791. La disparition de la Pérouse pose problème. La Révolution gronde. Les événements politiques français font un peu oublier le navigateur et ses hommes. Il n'est guère que Louis XVI qui se souvient de l'homme qu'il envoyé aux antipodes. A-t-on des nouvelles de M. de la Pérouse serait une des dernières questions posées par le monarque avant d'être mené à la guillotine. Alors, après j'en suis à... Après ces pages, donc 213, je crois, c'est ça. 213, Joseph Cabris. Page 213. 213. Joseph Cabris. D'accord. L'attrait des îles est en tout cas assez fort pour faire des marins débarqués, échoués, ou ayant déserté de véritables indigènes. Joseph Cabris, bordelais, naufragé d'un bananier anglais en décembre 1798, échoue sur l'île de Tahuahata, aux Marquises du Sud. Saisi par un groupe d'indigènes et conduit à Nakuiva, il échappe à la mort par l'intervention de la fille du chef. C'est romantique. Il y demeure et y devient un membre influent du groupe qui l'accueille. Montrant du courage au combat et se faisant entièrement tatouer le corps, il se marie avec la fille du chef et lui donne 6 enfants. En 1804, il est tiré de son séjour heureux par l'amiral russe Krusenstern, qui, épuisé par les propos d'un autre naufragé, profite de son ivresse pour l'emmener sur son navire et le ramener en Russie. Le tsar Alexandre Ier admire ses tatouages et ses talents de nageur. Il devient le maître de natation de l'école de Kronstadt. Mais Cabris rentre en France et malgré la petite gratification de Louis XVIII, il doit s'exhiber dans un théâtre de Bordeaux, puis dans des foires pour vivre, et surtout pour rassembler l'argent nécessaire à un voyage vers les Marquises. Il meurt en 1822 à Vincennes. Son cadavre n'échappe pas à la naturalisation que grâce à la vigilance des autorités. Voilà, un destin étrange. Alors, page 245, Wallis et Futuna.
page 245. Comme les pasteurs protestants, les missionnaires catholiques de cette première génération fondent de véritables théocraties, s'appuyant et renforçant le pouvoir d'un seul chef à leur profit. Cette expérience théocratique catholique, particulièrement achevée dans certaines îles polynésiennes, échoue en Mélanésie. Avec un nombre peu important de prêtres, les maristes font de Wallis surtout et de Futuna de véritables royaumes de Dieu sur terre. Pourtant, la mission à Futuna commence mal. Pierre Chanel, après quelques succès initiaux, meurt sous les coups de casse-tête pour avoir converti le gendre du roi et lui avoir fait enfreindre le tapu sur la consommation d'igname. Il devient le martyr du Pacifique, béatifié en 1889, puis canonisé 65 ans plus tard. L'évangélisation se poursuit avec de nouveaux missionnaires débarqués en 1846. Les luttes fratricides entre les deux royaumes s'achèvent, des coutumes comme l'anthropophagie régressent et l'état de dépendance des femmes s'améliore. De plus, les missionnaires défendent surtout les indigènes face aux revendications des marchands européens. À Wallis, Monseigneur Bataillon installe une véritable cité de Dieu où l'espace et le temps sont balisés de monuments et de fêtes religieuses. Le pouvoir de la mission s'appuie sur les revenus de ses propriétés, des ponctions, donc quêtes casuelles, mais aussi des amendes, en particulier pour toute absence à la messe. Et oui, les fonctionnaires de la République française, lorsque l'île devient un protectorat, n'auront de cesse de montrer combien les prêtres maristes vivent sur le pays. La mission bénéficie d'autres avantages, en particulier la corvée de Dieu, qui dérive de la corvée traditionnelle du roi. Elle sert à la construction des églises, des routes, mais aussi de multiples édifices, comme le palais de la reine Amélia, ou l'entretien direct de la mission. Dans tous les cas, c'est le Lavuluha qui décide qui doit travailler et qui doit nourrir ceux qui travaillent. Monseigneur Bataillon exerce une véritable autorité sur les chefs, et à partir du règne de la reine Amélia, 1865-1895, sur la Valois, il réussit grâce à la maîtrise de la langue et à la présence opportune de la marine française. Usant de son influence, Bataillon fait élire et consolide le pouvoir des reines. Falakika, Selala, en 1865, et surtout Amélia, une chrétienne convaincue et fervente. Dès son avènement, Amélia publie un code de Wallis et établit un système de justice dont elle est la clé de voûte. Chaque année, poussée par les maristes, elle réclame inlassablement la mise de son royaume sous protection française. Cette pression s'explique par la menace des protestants tongiens. À Wallis, le chef Poix de Falaleu s'appuie sur ces derniers, se convertit au protestantisme avec une partie de ses sujets et entretient un climat de franche hostilité avec l'Avaluha catholique. Il est finalement contraint de se réfugier au Tonga avec un certain nombre de ses fidèles en 1859. Certains de ces Wallisiens exilés reviendront à Wallis, au moment où la reine Amélia interdit le protestantisme dans son royaume. Étonnant. Alors, ensuite, page 266, Nouvelle-Zélande. 266, Nouvelle-Zélande. D'accord. En août 1839, le gouvernement britannique envoie en Nouvelle-Zélande le capitaine William Hobson, avec le titre de consul auprès des chefs maoris. Si les instructions données à Hobson sont de justifier la présence britannique, au moins dans l'île du Nord, elles constituent sans doute l'acte d'expansion coloniale le plus hésitant et le plus modeste dans l'histoire de l'outre-mer européen de cette période. Soucieux de ses intérêts, le gouvernement britannique ne souhaite pas d'obligation coloniale supplémentaire dans une région aussi éloignée. Placé sous l'autorité du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud, Hobson doit obtenir des chefs maoris une reconnaissance partielle ou totale de la souveraineté de la couronne britannique.
Si besoin est, s'il le juge utile, il peut proclamer l'annexion de l'île du Sud. Ils vont en tout cas présenter aussi bien les intérêts de la couronne britannique et de ses ressortissants que les intérêts maoris. À cet égard, la colonie qu'il va fonder doit être un modèle. À peine débarqué et alors que les premiers colons de Wakefield viennent de fonder Port Nicholson, Wellington aujourd'hui, Hobson reçoit l'aide de James Busby, représentant britannique chargé du maintien de l'ordre depuis 1833 et des missionnaires. Tous ensemble, ils réussissent à convaincre plusieurs chefs du Nord de venir à Waitangi. Là, le 3 février 1840, 45 chefs encouragés par deux d'entre eux, Tamati Waka Nene et One Eke, signent le traité de Waitangi. Le texte du traité est ambigu, et surtout sa traduction maori ne reflète qu'une partie de son contenu anglais. Eh oui, perfide Albion, comme on dit en France. Les Maoris obtiennent des garanties Tetino Rangatirag Tanga, c'est dur à dire. C'est-à-dire qu'ils conservent toute autorité sur leurs terres, et donc qu'ils n'abandonnent pas le droit coutumier. En revanche, ils laissent aux Anglais le Kawanatanga, le pouvoir d'arbitrage dans les affaires qui opposent Maori et Pakehas. La reine Victoria s'engage à protéger l'intérêt des indigènes, en particulier dans le domaine foncier, même si un droit de préemption est prévu dans le traité. Le texte ainsi ratifié circule dans les deux îles, où il reçoit plus de 500 signatures, mais tous les chefs ne signent pas, en particulier ceux de certains Hapu, sous-tribus, qui ne sont même pas consultés. Le 21 mai 1840, Hobson peut donc, dans ce qui lui paraît être la plus grande légalité, proclamer la souveraineté britannique sur l'île du Nord par cession et sur l'île du Sud en raison du droit du premier arrivant. C'est ainsi que le drapeau britannique est planté sur Akaroha 24 heures avant l'arrivée des Français. Voilà. Donc la semaine prochaine, je vous citerai un certain nombre d'autres passages du livre. C'est un livre plein de richesses et assez long, puisqu'il fait plus de 800 pages. Et vous trouverez, en le lisant, beaucoup de sujets d'interrogation et d'inspiration. Si vous voulez faire un jour un roman historique sur l'une de ces époques en Océanie. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et à très bientôt, à la semaine prochaine.